Quelque chose d'extraordinaire dans le quantique par rapport à la physique classique, c'est qu'il y a une variabilité fondamentale. C'est-à-dire que dans le quantique, il y a certaines expériences, comme l'expérience des fentes du loup ou des choses comme ça, dans lesquelles vous allez obtenir un certain résultat expérimental. Par exemple, vous allez émettre un électron, il va passer à travers la fente, il va arriver à un autre point de l'écran. Et bien, cette expérience en tant que telle n'est pas reproductible. C'est-à-dire, si vous essayez de fixer les conditions initiales de telle sorte que ça vous redonne le même résultat, vous n'y arriverez pas. Et ça, c'est pas parce que vous n'aurez pas assez de précision dans la manière dont vous envoyez l'électron, c'est parce que c'est un principe fondamental. Donc, dans la mécanique quantique, il y a une variabilité qui est encore bien plus forte que la variabilité que l'on connaît avec le temps qui passe. Il y a des choses qui sont purement variables. Et donc, c'est pas étonnant que la notion de nombre qu'avait inventé Dirac, la notion de Q-number, représente vraiment ce que c'est que la notion de variable. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une variable? C'est ce qu'on appelle un opérateur auto-adjoint dans l'espace de Hilbert. Et alors, c'est merveilleux, parce que quand on connaît le formalisme mathématique, peu importe les détails, on s'aperçoit que dans le classique, si on regarde les variables classiques, si on vous demandait qu'est-ce que c'est qu'une variable, ben, vous diriez, ouais, j'ai une variable réelle. Vous diriez, ben, j'ai un ensemble grand X et j'ai une application de grand X dans R. Très bien, hein? C'est la définition naïve, classique, qu'on donnerait une variable. Il y a un seul problème avec ça, c'est que si on prend cette définition, on ne peut pas avoir la coexistence entre des variables continues, qui impliqueraient que l'ensemble X a au moins la cardinalité du continu, et des variables discrètes, qui signifieraient que l'ensemble X est dénombrable. Dès que vous avez une variable continue, l'ensemble X sera nécessairement non dénombrable, et à ce moment-là, vous ne pourrez pas avoir de variables discrètes, sauf avec des valeurs qui sont reproduites une infinité de fois. Alors la merveille, c'est que le quantique réconcilie ces deux choses. C'est-à-dire que dans le quantique, ce que vous avez, c'est que ce qu'on appelle l'espace de Hilbert, par exemple, des fonctions sur l'intervalle 0,1, c'est la même chose, c'est le même espace de Hilbert que l'espace des suites de nombres complexes dans la somme des carrés est finie, des valeurs absolues des carrés finis. Et ça, c'est merveilleux, parce que ça signifie que vous avez maintenant la coexistence entre les variables continues qui ont un spectre continu et les variables discrètes qui ont un spectre discret. Et alors, maintenant, il y a eu au moment de la création du calcul infinitésimal, il y a eu en gros une scission. Il y avait en gros deux camps. Il y avait le camp de Newton et le camp de Leibniz, Euler, etc. Et ce qui est incroyable, bien sûr, je veux dire, les deux avaient raison en un certain sens, hein, mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'on retrouve dans les écrits de Newton une définition des variables et des infinitésimaux qui cadre exactement avec ce qui se passe dans la quantique. C'est-à-dire, on définit ce qu'on appelle une variable, bon, ben, ça c'est défini comme ça, mais ensuite, on dit qu'une variable est infinitésimale, justement, si, en négligeant un nombre fini de valeurs, toutes les autres sont plus petites que n'importe quel nombre arbitrairement donné, epsilon. Alors, ce qui se produit, incroyablement, c'est que dans le formalisme quantique, il y a précisément la place, exactement la place qu'il faut, pour les variables infinitésimales de Newton. Et il y a des opérateurs, c'est ce qu'on appelle les opérateurs de l'espace d'Hilbert, qui ont cette étrange propriété qui peuvent être plus petits qu'epsilon pour tout epsilon sans être nuls. C'est ce qu'on appelle les opérateurs compacts. Et ils ont exactement les bonnes propriétés algébriques, c'est-à-dire exactement les propriétés que vous attendriez des infinitésimaux. La seule chose, bien sûr, c'est que maintenant vous devez faire attention à l'ordre des termes quand vous calculez, c'est-à-dire vous êtes dans le nombre méthodique. Voilà. Alors maintenant, donc ça je vous passe ce dictionnaire, c'est un dictionnaire un petit peu technique, qui vous dit comment on passe de la version classique des choses avec l'intégrale, avec les nombres infinitésimaux, avec les variables réelles, avec l'élément de longueur qu'on va revoir tout de suite, et comment ça se traduit dans le domaine quantique. Mais je vais donc. Alors maintenant, donc, si vous voulez, j'en viens à l'incompatibilité justement entre le quantique. J'espère que je vous ai donné une impression presque surréaliste de ce que c'est que le quantique. C'est à la fois non commutatif, entier, etc., très mystérieux, mais avec un potentiel fabuleux, on le sait. Bon. Et Einstein a participé énormément à la découverte du quantique, puisque c'est lui qui a eu l'idée du photon, hein, c'est lui qui a eu l'idée de l'effet photoélectrique, etc. Donc c'est vraiment c'est un des pères, avec Planck, de la théorie quantique. Mais Einstein, avec Poincaré bien sûr, est aussi le père de la relativité restreinte. Et pendant des années et des années, Einstein a essayé de
comprendre comment la force de gravitation peut être compatible avec la relativité restreinte et n'arriver à rien. Et ce qui a débloqué les choses, c'est l'idée de Riemann, qui est, si vous voulez, cette idée selon laquelle on peut avoir une géométrie dans laquelle l'élément de longueur, qui mesure la distance entre deux points, va en fait être non pas l'élément euclidien, bon, qui passe l'espace de Minkowski, mais va être un élément, si vous voulez, qui va être une somme sur les g nu des x nu des x nu en termes de coordonnées locales, ce qu'on appelle les coordonnées locales. Alors ça peut vous paraître tout à fait ésotérique, etc. Mais en fait, donc, ce qui s'est produit, c'est qu'après Poincaré, un mathématicien qui s'appelle Minkowski a eu l'idée de reformuler la relativité restreinte sous une forme géométrique. Et mais Poincaré avait eu cette idée aussi. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit qu'au lieu d'avoir la distance en primaire, on aurait dy carré plus dy carré plus dz carré dans l'espace ordinaire, il a mis devant un terme moins dt carré. Bon, il faut la vitesse de la lumière, mais je la prends égale à 1. Et oui, parce que la vitesse de la lumière, vous savez, il y a des gens qui disent que la vitesse de la lumière est barrière. C'est une connerie. Pourquoi? Parce que la vitesse de la lumière, c'est exactement comme si vous aviez décidé de mesurer les largeurs en mètres et les longueurs en pouces. D'accord? En fait, c'est un facteur de conversion. Vous mesurez exactement la même chose. Et donc, après, ce qui est incroyable, si vous voulez, c'est qu'on s'aperçoit que si on prend cette... Donc Einstein s'est aperçu que s'il prenait l'idée générale de ce qu'on appelle la géométrie de Riemann, c'est-à-dire l'idée que vous pouvez avoir des espaces courbes et que vous mesurez la distance entre deux points dans un espace, par exemple ici c'est la distance entre Seattle et Londres, en prenant le chemin le plus court entre les deux, d'accord, et en regardant l'intégrale de l'élément de longueur, le long de ce chemin-là. Ça, c'est une idée très simple, très fondamentale. Eh bien, si vous remplacez le coefficient de dt carré, qui était moins 1 là-bas, d'accord, vous remplacez le moins 1 par moins 1 plus 2 fois le potentiel newtonien, v de x, y, z. D'accord. Et vous calculez le chemin le plus court entre deux points, vous obtenez la loi de Newton dans le potentiel D. Donc Einstein s'est aperçu de ça. Donc il s'est aperçu que la loi de Newton, qui vous donne la loi de comment on réagit au champ de gravitation, elle signifiait simplement un tout petit truc. On modifiait la manière dont le temps passe avec un coefficient qui dépend du potentiel newtonien. Bien, vous ne me croirez peut-être pas, mais ce fait-là est utilisé pour faire les corrections dans le GPS. Et c'est comme ça que les gens ont fait en sorte que, parce qu'ils creusaient le tunnel sous la Manche, en partant de l'Angleterre et en partant de la France, ils se rencontrent exactement. Ça aurait été gênant qu'ils soient à tunnel. Comme chacun de leur côté.